Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! En cette période si singulière et exaltante de Jeux Olympiques en France, je vous propose aujourd'hui de découvrir ma conversation avec Sylvie Bernier, la première médaillée d'or canadienne en plongeon. Elle est aussi la première québécoise à avoir remporté une médaille d'or olympique, tous sports confondus. C'était le 6 août 1984 à Los Angeles, il y a tout pile 40 ans. Je suis allée au Québec rencontrer Sylvie. À mon micro, elle partage les problèmes de santé qu'elle a rencontrés étant enfant et la force qu'elle en a tirée pour se dépasser et guérir. Elle revient sur son parcours de sportif de haut niveau, marqué par la discipline, les rencontres et l'intuition. Un jour, lors d'un entraînement, une mystérieuse spectatrice lui conseille un livre. Cet ouvrage va profondément bouleverser sa vie et contribuer à sa victoire. Les Jeux Olympiques de 1984, c'est son chant du cygne. Mais que fait-on de sa carrière lorsque l'on prend sa retraite sportive à tout juste 20 ans ? Commence alors pour Sylvie une transformation profonde. Elle passe de l'anonymat à personnalité publique. Elle devient mère de 3 enfants. Sa vie professionnelle devient atypique et riche en expériences variées. Animatrice télé, conférencière, travaille avec des ministères. Et c'est finalement vers la santé et le mieux-être que Sylvie s'investit durablement. Ensemble, nous décortiquons les éléments clés pour une vie joyeuse et en santé, y compris au travail, l'alimentation, le mouvement, le lien, le sommeil, le repos. Bref, vous allez comprendre durant cet épisode que Sylvie est à la fois une cartésienne et une artiste, et cette rencontre vous aidera, j'en suis certaine, à mieux prendre soin de vous et de vos objectifs. Bonne écoute! Bonjour Sylvie! Bonjour Léa! Bienvenue sur le Tilt. Bien, merci et bienvenue au Québec. Merci. Très heureuse de vous accueillir chez nous. C'est gentil. Et très heureuse pour moi de pouvoir partager, parler, communier avec les gens de l'Europe, de la France. Génial. On s'est organisé comme ça d'un continent à l'autre et ça y est, on se rencontre enfin. Je suis ravie vraiment de vous recevoir à mon micro. Sylvie, vous avez été médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 84 en plongeon à Los Angeles. Et aujourd'hui, vous avez une activité professionnelle qui est dans le prolongement de ce que vous avez pu faire dans votre ancienne carrière de sportive. Alors bien évidemment, on va parler de tout ça. Mais ensemble, on va aussi parler d'habitudes saines qui permettent de travailler avec joie et performance dans la durée. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me dire, Sylvie, qui vous êtes sans parler justement de votre travail ? Alors, c'est une grande question. Je suis une personne joyeuse, heureuse, énergique, de plus en plus libre et légère, à 60 ans. Et je suis maman de 3 grandes filles, femmes, tout près de la trentaine, les 3. Donc, mamie 2 fois. C'est le grand bonheur de ma vie. Mariée depuis déjà près de 35 ans, ça va tellement vite. Et donc, heureuse dans ma vie, heureuse d'être où je suis, à la fois consciente que toutes les expériences vécues m'ont amenée là où je suis aujourd'hui et consciente du privilège que j'ai de vieillir en santé et de pouvoir collaborer de multiples façons à éveiller les gens, qu'on soit tous conscients de la chance qu'on a
d'avoir une santé et de la maintenir le plus longtemps possible. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre carrière de sportive? Comment est-ce que ça a commencé pour arriver jusqu'aux Jeux olympiques, médaille d'or? Ça a commencé à l'âge de 7 ans parce que j'étais une enfant avec des défis de santé. Donc, et c'est important que je le mentionne parce que ça a eu un impact sur, encore aujourd'hui, toute ma vie. Et donc, à 7 ans, asthmatique, sévère, allergique à peu près à tout. Et à l'époque, on assoyait les enfants sur un banc pendant le cours d'éducation physique lorsqu'on était asthmatique, de peur que ça déclenche une crise d'asthme. Et donc, et moi, une enfant énergique qui aimait bouger, je me suis retrouvée sur le banc à attendre que le cours d'éducation physique se termine. Mais heureusement, il y avait les récréations. Donc, pendant les récréations, je sautais à l'élastique, je sautais à la corde à danser. J'étais une enfant qui jouait au ballon prisonnier. C'était un jeu de ballon dans la cour. Et à cause des crises d'asthme, je me suis retrouvée à l'hôpital régulièrement. Et donc, tellement une grande chance que j'appelle une synchronicité aujourd'hui. Mon médecin traitant, pneumologue, qui était collègue de travail à mon papa, qui était aussi médecin, a dit à mes parents, Sylvie, elle est asthmatique, mais contrairement à ce que l'on fait, les asseoir sur un banc, lui, il faisait de la recherche. Et il se disait, complètement un paradigme différent, et il se disait, et si on faisait bouger les enfants? Et si on réfléchissait à améliorer leur cardiovasculaire, leur capacité pulmonaire, pour améliorer leur santé de façon générale? Et donc, je suis rentrée dans sa cohorte. Et pour cela, il a dit à mes parents, je souhaite qu'elle bouge tous les jours. Et donc, on m'a inscrit dans un cours de natation. Et là, je nageais, mais je regardais toujours au bout de la piscine. Et là, je voyais les plongeurs qui sautaient dans le trampoline, qui s'élançaient du tremplin. Je les voyais rentrer à l'eau. Je trouvais ça fascinant de les voir faire des sauts périlleux, des vrilles. Et un soir, mes parents sont arrivés et j'étais de l'autre côté de la piscine. Et donc, mon amour pour le plongeon et ma passion pour ce sport a commencé cette journée-là, à l'âge de 7 ans. Et je dirais que les 4 premières années, c'était du jeu, juste du plaisir. Beaucoup de gymnastique. C'était vraiment dans le plaisir, dans le jeu. Et ensuite, j'ai changé de piscine. On avait découvert ou vu un talent en moi, un don, des grandes capacités physiques et mentales aussi, et émotives, parce que c'est un sport qui parfois fait peur, pas juste parfois, qui est oui. souvent. Je confirme. Et moi, j'avais comme cette... non seulement l'agilité dans les airs, mais j'avais un désir de toujours m'améliorer, une curiosité. Et donc, voilà, j'ai changé de club et quelques années plus tard, j'ai été membre de l'équipe nationale, donc l'équipe canadienne, groupe d'âge, dans ma catégorie d'âge. Après ça, l'équipe canadienne senior, donc toute catégorie. Jusqu'à Los Angeles, donc à 18 ans, j'ai quitté ma ville, Québec, Sainte-Foy, pour déménager à Montréal, pour avoir plus d'heures de piscine. J'avais vu un entraîneur. Je suis une personne qui est très intuitive et donc cette personne-là m'inspirait beaucoup. Il avait une maîtrise en biomécanique du plongeon, donc très, très précis. Donc, je l'ai appelé. Donald est devenu mon entraîneur à Montréal. Donc, les 2 dernières années, de 18 à 20 ans. Et pour clore la belle histoire de ma santé, en revenant de Los Angeles, il y a eu une grande fête à Sainte-Foy, puisque j'étais la première Québécoise, première Canadienne à gagner une médaille d'or olympique. Donc, la première personne qui était sur le bord lorsque je débarquais de l'avion, c'était mon médecin. Wow, génial. Donc, mon pneumologue, Dr Montminy. Et je n'ai plus jamais souffert d'asthme, donc plus aucune allergie. Et mon pacte avec la vie, et ce qui m'amène à ma vie professionnelle, est véritablement chaque fois que je fais une présentation, une conférence, je dis aux gens si je peux sensibiliser une personne par jour au pouvoir que nous avons sur notre santé, notre mieux-être, en intégrant de saines habitudes de vie.
trouve qu'il y a plein de notions qui sont très, très intéressantes dans votre parcours. Vous parlez du plaisir et j'ai vraiment une intime conviction que la performance, elle prend sa source dans le plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, même si ça a été, j'imagine, soutenu par beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, est-ce qu'il y a toujours eu cette partie de plaisir? Totalement. Oui. Même la joie. J'ai souvenir, et là, cette année, je souligne mes 40 ans, et donc, je reviens beaucoup plus dans ces moments, les quelques mois qui ont précédé les Jeux olympiques, et malgré le fait, comme vous le mentionnez, de l'intensité, c'est quand même 35 heures d'entraînement par semaine, c'est près d'1 million de plongeons avant même de partir pour les Jeux olympiques, donc je n'ai pas de médaille autour du cou. Eh bien, il y a la joie. Et même, j'ai souvenir de pratiquement c'est quasiment euphorique les premières fois que j'ai appris à plonger, juste d'apprendre à plonger du bord de piscine. Après ça, lorsque le guide ou le coach, il nous demande de monter sur le 1 mètre et le sentiment de plonger à l'eau. Ensuite, c'est parce que le plongeon, c'est des mouvements, des nouveaux mouvements de plus en plus difficiles. Donc, il y a la peur et en même temps la joie de le réussir et parfois des flats entre ça. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Là, on appelle ça un plat. Un plat. Un plat, bon, alors un plat qui sont parfois douloureux. Oui, j'imagine. Qui nous réveillent. Et donc, cette euphorie-là d'entrer à l'eau. Et là, je me ferme les yeux parce que quand j'arrive aux Jeux olympiques, j'ai visualisé énormément pendant des années. Et pas juste l'entrée à l'eau, c'est le son. Le son, parce qu'il y a un son bien particulier, on appelle ça le rip entry, ça fait rouac, c'est comme ça déchire l'eau. Et donc, oui, la joie est tout le temps là, malgré les moments que je dis, mais pourquoi je fais tout ça? Mais à la fois, c'était mon choix. Oui. Il n'y a personne. Et c'est là que vraiment le mot choix est extrêmement important. Mon choix de déménager à Montréal, c'était comme un gut feeling. C'était comme une sensation que je ne voulais pas vivre le restant de mes jours en disant si j'avais écouté ce que j'ai, c'était très fort en dedans de moi. Là. Je m'en vais à Montréal pour 2 ans jusqu'aux Jeux olympiques pour vraiment centrer mes énergies. J'étudiais tout juste à côté, donc tout était très proche. C'était une ouverture, c'était un élan vers quelque chose de nouveau. C'était extraordinaire. Là. C'était à 18 ans, à partir de chez soi, avec ma petite valise et mes 25 maillots de bain. C'est tout ce qu'il y avait dans ma valise. Là. 25 maillots de bain avec une paire d'espadrilles, puis 3-4 t-shirts, puis un survêtement. Là. C'était ça, ma vie. Mais le bonheur et la joie de faire quelque chose qui m'amène à me dépasser tous les jours. C'est extraordinaire, ce sentiment-là. Et alors, comment on se sent quand on obtient une médaille d'or aux Jeux olympiques? C'est magique. C'est magique et c'est une émotion qui va me rester pour le restant de mes jours. Et je peux vous dire que ça reste un repère pour moi. Dans les moments plus difficiles, je retourne très facilement parce que c'est tellement imprégné dans moi, cette émotion-là vécue, que ça devient vraiment mon guide, mon repère. Et ce que les gens ne savaient pas à l'époque, donc j'ai 20 ans, ça fait 13 ans que je m'entraîne, j'ai 500 heures de physiothérapie, 1000 heures de visualisation, j'ai ce million de plongeons. Mais j'ai complètement changé ma façon de me préparer psychologiquement 2 ans avant les Jeux olympiques. D'accord. Et ça aussi, ça a une grande importance sur tout le reste de ma vie. Qu'est-ce qui a changé? C'est la lecture d'un livre qui s'appelle « La puissance de votre subconscient » de Joseph Murphy. Et donc, j'ai 18 ans. Je viens de déménager à Montréal. Je ne connais personne. Je connais personne au cégep où j'étudie en sciences, santé, parce que mon objectif était d'aller en nutrition après. Et je m'entraîne seule avec mon entraîneur. À l'époque, ici au Québec, maintenant, on a des programmes qu'on appelle sport-études. Donc, on peut étudier le matin, on s'entraîne l'après-midi. En 84, 82, 83, ça n'existe pas. Donc, je m'entraîne avant d'aller au cégep, sur l'heure du lunch, après. Wow. Donc, de concilier les études et le sport. Et donc, les matins, il y a toujours une femme qui est là sur le bord de la piscine.
Elle vient me voir plonger. D'accord. Et elle ce que je ne savais pas à l'époque, c'est une peintre. Et elle vient me voir, puis parfois, elle me dit, « Est-ce que tu t'es déjà vue sur le podium? » Mais en 1982, c'est très ésotérique. Ah oui, j'imagine. C'est très, très ésotérique de se faire dire ça. Et là, moi, je la regardais, elle-même qu'elle me faisait peur. Et donc, je remontais sur le tremplin, je faisais mes figures, et 3-4 figures plus tard, quand je sors de l'eau, elle m'apostrophe et elle me dit, est-ce que tu es capable de t'imaginer sur le tremplin à Los Angeles avec des millions de téléspectateurs qui te regardent et ton cœur qui commence à se débattre? Et là, moi, je la regarde. J'ai 18 ans, là. Ouais. Et là, je dis non, non. Et là, elle me dit, tu sais quoi, tu es tellement confiante sur un tremplin. Tu dégages tellement de confiance, mais tellement vulnérable sur le bord de la piscine. Et là, elle me dit, je crois que tu devrais lire le livre, La puissance de votre subconscient. Elle dit, c'est incroyable, hein? C'est une rencontre clé, finalement. Clé. Et donc, j'en ai des frissons. Oui, je comprends. Et donc, j'ai pris le métro et je suis partie dans une bibliothèque ésotérique me chercher ce livre-là. Pourquoi? Encore une fois, c'est comme une impression, une intuition. C'est comme quelque chose de très fort. Et je reviens à la maison et ce livre-là, je l'ai encore chez moi. Et j'ai highlighté avec mon petit Sharpie et j'ai pris des notes. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un grand bout de papier sur mon frigo. J'habitais dans un petit 1,5. Et c'est écrit Los Angeles 1984, championne olympique, tremplin 3 mètres. Wow. Et ça, c'est sur mon frigo avec un petit podium. Et je le vois partout parce que ma chambre, mon salon, oui, c'est une pièce. C'est pas très grand, donc vous le voyez en permanence finalement. Ouais. Et à quelque part, c'est que ça me rappelle tout le temps que c'est mon choix. Et qu'après ça, mon plan, c'est mon plan. Et donc, tout ce que j'ai mis en place tous les jours pour me rapprocher de cet objectif-là, sans avoir de certitude sur le résultat. Et ça, pour moi, c'est super important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé aussi ma façon, mon paradigme, parce qu'on était beaucoup centré sur le résultat, sur la performance, sur un sport de juge, hein, la comparaison, le regard de l'autre. Et moi, je n'entre pas là-dedans. J'étais une jeune femme, très timide, très réservée, pas si compétitive, très exigeante envers moi, avec un désir de me dépasser, ce que j'appelle l'ultime expression de moi-même, mais pas en lien avec l'autre. Et j'évoluais dans un environnement où souvent on me disait « observe la chinoise, observe l'américaine, observe l'allemande, essaie de faire ça ». Donc, j'arrivais en entraînement, tout le monde pensait que j'allais être première, deuxième. Et je manquais toujours une figure ou 2 figures. Et jusqu'au jour où j'ai compris que pour moi, ce n'était pas le résultat qui était ma force intrinsèque, mais plutôt de me centrer sur qu'est-ce que je peux faire. Et donc, je reviens à Los Angeles. Je suis sous l'eau à ma dernière figure. Tout le monde sait que je gagne depuis la première figure. Quand on regarde la vidéo, on voit qu'après chaque figure, je suis en première position. Tout le monde le sait, sauf moi. Parce que j'écoute de la musique avec à l'époque, c'était un Walkman. Ah ouais? Donc, la minute que je sors de l'eau, le Walkman est sous le tremplin, je prends mon Walkman. C'est pour vous mettre dans votre bulle? Totalement dans ma bulle. Et aussi pour arrêter tout l'aspect de comparaison. Donc, je regarde mon pointage à moi. Je sais que je suis fière de ce que je fais, mais j'ai aucune idée où se situent les autres. D'accord. Et donc, pour être vraiment cohérente avec tout ce dont j'ai mis en place, tout ce que j'ai mis en place depuis 2 ans. Et donc, quand je suis sous l'eau et j'ai des frissons partout sur le corps, pour 2 raisons. La première, je sais que c'est la dernière fois que je plongeais. Je savais que c'était mon chant du cygne et je l'avais dit à personne, ni mes parents, ni mon entraîneur. Personne ne le sait, mais moi, j'ai fait le choix que c'était terminé, quel que soit le résultat. D'accord. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai tant d'émotions sous l'eau, je suis juste heureuse, satisfaite, fière d'être véritablement allée au bout de ce que je crois, je ressens que je peux donner. Et donc, quand je sors de l'eau, si vous regardez la vidéo, je me mets à courir
En fait, je salue mes parents. Je regarde mon pointage et je me mets à courir sur le bord de la piscine. Et encore une fois, tout le monde sait que je suis en première position, sauf moi. Et là, les analystes, animateurs disent « Ah, elle est heureuse, elle a gagné. » Mais moi, je suis heureuse, juste fière de moi. Et ça, je dirais que c'est une des plus grandes leçons de ma vie parce que, comme travailleur autonome ou freelancer, comme vous le dites, ben, on ne sait pas le résultat final. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que je fais tous les jours pour me rapprocher de mon objectif, petit, moyen ou grand, mais ça, c'est une fierté et un sentiment d'accomplissement qui m'allume encore à 60 ans. C'est génial. Et je retiens quand même dans votre parcours qu'il y a des notions qui sont clés. L'intuition, les rencontres, la notion de choix, qui est quand même très présente. Et puis la visualisation. Alors, nos auditeurs et nos auditrices n'entendront pas, mais vous fermez les yeux, on voit que vous sentez, que vous ressentez, que vous visualisez quand vous parlez justement de votre parcours. Et c'est très beau. Alors, vous parliez de votre chant du cygne. Oui. Vous avez décidé d'arrêter justement votre carrière de sportive après à Los Angeles. Oui. Ça a été quoi le chemin professionnel après? Atypique. Donc, après Los Angeles, à l'âge de 20 ans, je suis redéménagée chez mes parents avec mes 25 maillots de bain. Et donc, je suis retournée dans le sous-sol chez mes parents, mais ça n'a duré que quelques semaines, puisque, évidemment, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Je suis passée de plongeuse à personnalité publique. Et on se retourne il y a 40 ans, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a rien. Donc, moi, j'ai aucune idée que le Québec en entier me connaît. Aucune. Il n'y a pas de médias sociaux à l'époque, là. Et donc, c'est encore les téléphones sur le mur avec des boudins, là, si vous l'imaginez. Là. Donc, en revenant à la maison, je suis inscrite à l'université en nutrition parce que la nutrition sportive n'existe pas. Et je voulais faire de la recherche en nutrition. D'accord. Je viens d'une famille de chercheurs. Donc, mon papa qui avait 2 spécialités en médecine, ma maman infirmière en psychiatrie, ingénieur pharmacien chez moi. Donc, je suivais la lignée et je m'en allais faire de la recherche en nutrition. Mais là, je suis invitée partout, je fais le tour du pays quelquefois, et c'est quand même euphorique tout ce qui se passe, là. C'est juste de la joie, du bonheur. Et à la fois, c'est comme si je perds un peu la maîtrise de ma vie. Pendant des années, je suis très centrée sur mes choix, j'organise mon horaire. Et donc, je suis restée quelques semaines en nutrition et là, on m'a bien fait comprendre que c'était pas possible de faire un cours de nutrition en sciences en étant là une journée par semaine. Et donc, je suis redéménagée à Montréal. D'accord. Puisque là, j'ai un agent commencé à travailler avec moi. C'était la folie. C'est un agent pour gérer votre image publique? Un agent pour tout. Là. Contrat. D'accord. Parce que c'était pas possible. Moi, je suis une plongeuse, là. J'ai 20 ans. C'est un autre métier, c'est un autre monde. Ouais. Et à l'époque, même, le mot agent n'existait pas pour les athlètes amateurs. Mon agent était agent de joueur de hockey. J'étais la seule femme dans son groupe. Il y avait comme 30 joueurs de hockey très connus au pays, et moi. Et donc, mais ce fut une expérience extraordinaire. Je suis restée très, très proche. Et donc, et à chaque jour, il me disait, tu sais quoi, on y va une journée à la fois. On planifie pas très loin. C'est inconnu à l'époque, puisque je suis la première. Et donc là, je me retrouve... je fais de la télévision à temps plein, mais je me suis jamais... Moi, j'ai toujours été interviewée. Donc, c'est complètement un autre monde. Là. Vous êtes retrouvée... chroniqueuse dans des émissions de sport? Genre, même animatrice. Ah oui, d'accord. D'une émission. Et donc, j'ai 20 ans. Et moi, toute ma vie, encore une fois, je suis extrêmement réservée, là. Très, même que ça sonnait à la porte chez moi, je me sauvais dans ma chambre. Et donc, ce fut une étape, je dirais, une expérience, un apprentissage vitesse grand V.
Mais j'avais toujours derrière la tête le désir de retourner à l'école parce que, encore une fois, je viens dans un environnement où la scolarité, l'académique est extrêmement important. Finalement, je suis retournée à l'UQAM où vous avez étudié. Tout à fait. Oui, donc j'ai fait un bac par cumul. D'accord. Donc, en administration, finance et marketing, qui est vraiment pas le domaine qui m'attirait à l'époque. Et là, j'ai eu des contrats de la télévision, des contrats de marketing. À l'époque, même le mot commandite n'existait pas, là. Tout a commencé après 84. Et donc, j'ai eu mes 3 enfants dans ces années-là, 3 enfants en moins de 4 ans, et je m'amusais à dire que ça, c'est une discipline olympique, d'avoir des enfants aussi rapidement. Et donc, j'ai continué à être travailleur autonome, qu'on appelle ici, pendant toutes ces années. J'ai fait pendant 20 ans de la télévision 2 fois par semaine, chroniqueuse, santé, mieux-être. Et mon champ d'intérêt a toujours été la santé. Là, je dirais que le fil conducteur de ma vie, qui a commencé à 7 ans avec mes difficultés, mes défis comme asthmatique. Donc, la santé et le mieux-être, ça a toujours été ça. Et à 48 ans, j'ai fait le choix véritablement de retourner à l'université, faire une maîtrise en gestion, mais cette fois-ci, dans mes premiers amours, la santé. La santé et le mieux-être. Donc, c'est le département de médecine avec le département de management qui s'est fusionné pour créer un programme en prévention, promotion de la santé. Et j'ai fait ça pendant 2 ans à l'âge de 48 ans. Génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que votre famille, elle était plutôt dans les sphères médecine, pharmacie, ingénierie, donc plutôt des métiers cartésiens, scientifiques. Et finalement, vous y êtes quand même aussi, mais d'une manière différente, finalement. Oui, c'est une très bonne analyse que j'ai vraiment les deux. Donc, j'ai le côté qui est quand même cartésien, qui est très présent de par le conditionnement familial. Hein. J'ai grandi dans cet environnement-là. Et à la fois, je suis une artiste qui a besoin de créer. Et le sport, je crois que j'ai choisi mon sport inconsciemment, qui est un sport qui allie très bien les deux. Donc, c'est un sport, encore une fois, où il y a comme il y a le doute, il y a la peur, et à la fois, il y a tout l'aspect créatif, parce qu'on est tous différents lorsqu'on est sur un tremplin, lorsqu'on s'élance, lorsqu'on fait nos mouvements, l'entrée à l'eau. Donc, j'avais toute cette... ça m'a permis véritablement, je dirais, de me connaître et de reconnaître mes dons, mes qualités, mes forces, mon essence, ma couleur. Tout ça, d'après moi, inconsciemment. Mais un jour, c'est revenu très consciemment dans ma vie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est pas toujours un parcours bien droit. Hein? Ça peut être très sinueux. Mais aujourd'hui, je réalise consciemment que toutes ces qualités-là, ces dons-là, m'ont permis ou me permettent de véritablement être là où je veux être aujourd'hui. Mais donc, tout mon parcours, malgré le fait que lorsque je me suis retrouvée sur une chaise à animer une émission ou à faire des chroniques, c'était, selon moi, à l'époque, contre nature. Mais à la fois, je pense que la vie m'a amenée là pour reconnaître les qualités que je peux avoir dans la communication, qui n'étaient vraiment pas... c'était pas nécessairement reconnu dans ma famille parce que c'est des scientifiques, c'est des chercheurs beaucoup plus réservés, beaucoup plus intérieurs. Et donc, le plongeon m'a comme forcé à être en avant par le fait que j'ai gagné. Oui. Qui vous a amené à développer finalement ces qualités que vous aviez aussi quelque part en vous. Elles étaient là. Ouais. C'est juste que je ne les connaissais pas. Au contraire, que j'essayais de m'éloigner de ça parce que c'était pas reconnu chez moi, c'était pas valorisé, mais c'est pas de la faute de mes parents parce que... Et donc, c'était à moi à aller chercher en dedans de moi pour les connaître et les reconnaître et d'utiliser ça. Fait que je dirais que toutes les expériences de ma vie
qu'elles soient extraordinaires, joyeuses ou plus difficiles, m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je referais exactement le même parcours, peut-être en étant consciente plus jeune. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que justement, il y avait eu ce moment de prise de conscience. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un tilt qui vous a fait comprendre quel était votre puzzle à vous? Ben, mon papa, un jour, m'a dit, parce qu'après Los Angeles, il y a eu des moments où je me cherchais, hein, c'est sûr, parce que là, j'ai des contrats. De l'extérieur, c'est extraordinaire, mais il y a comme une recherche intérieure qui est très présente. Autant je me sentais tellement puissante et forte sur un tremplin que du jour au lendemain, on vit exactement les mêmes symptômes qu'une retraite. Mais une retraite à 20 ans... C'est une retraite. Et une retraite, oui. C'est un pan de vie. C'est une vraie retraite. Et j'ai beau dire qu'à 20 ans, c'est une première retraite et j'ai une carrière extraordinaire qui est déjà terminée. On vit des émotions et des sensations qui ne sont pas faciles. C'est comme ce que normalement un adolescent vit de recherche de soi, de recherche d'identité. Mais moi, je l'ai vécu dans la vingtaine. Avec 3 enfants, avec le travail et étant une personnalité publique. Et donc, mon papa m'a dit un jour, il dit, tu sais quoi? Il dit, tu t'es rendu sur la plus haute marche du podium grâce à la collaboration et l'équipe avec un entraîneur, le coaching. Il dit, dans la vie, c'est toujours bien de pouvoir se référer à des gens dans quelque domaine que ce soit. Et pour moi, ça a été j'ai trouvé quelque chose d'important pour moi, de me faire reconnaître que si je me suis rendue là, c'est parce que j'avais une confiance et une collaboration, une équipe. C'était vraiment une équipe. Mon coach ne me disait pas « tu fais ça, tu fais ça ». C'était véritablement, si j'arrivais le matin et je lui disais « je me sens plus ou moins bien » ou « j'ai un examen de chimie » ou Et là, on adaptait la séance d'entraînement en fonction de comment je me sentais. Et donc, après cette discussion-là avec mon papa, j'ai commencé à regarder alentour de moi des gens qui pouvaient devenir des mentors, des guides, des coachs, quel que soit le domaine. Donc, quand je faisais de la télévision et que je me sentais imposteur, j'ai commencé à aller chercher des gens pour me guider, m'aider dans le montage, dans l'approche, comment aborder les gens, comment sortir de ma zone, de me faire confiance. Et donc, j'ai fait la même chose dans plein de domaines. Donc, pour revenir à votre question de c'est venu quand le tilt, c'est venu graduellement, dépendamment des domaines dans lesquels j'étais. Et je suis encore comme ça. Moi, je suis curieuse et j'aime être coachée. Je prends mes décisions, je fais mes choix, mais j'aime pouvoir discuter avec les gens et dire « Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 40 ans que tu es dans ce domaine-là. J'aimerais bien sonder ton expérience, ton avis. » Oui, exactement. Alors, vous précédez presque ma dernière question du tilt, qui est ma question signature, donc on en reparlera tout à l'heure, justement, parce que je suis d'accord avec vous qu'en général, les gens qui nous entourent, ce sont les gens de qui on grandit aussi. Donc, on y reviendra tout à l'heure en fin de discussion. Tout ce chemin, ça vous a permis d'acquérir des connaissances dans la nutrition, dans la santé, dans le bien-être. Comment est-ce que vous les diffusez aujourd'hui? J'essaie véritablement d'être un cordonnier bien chaussé. Donc, si je me suis rendue où je me suis rendue dans le sport, c'est véritablement grâce à un mode de vie. À l'époque, il n'y a pas de nutritionniste, donc j'ai développé au fil des ans, mais je dirais le fait que je préside 2 tables au Québec, une sur le mode de vie physiquement actif, une sur la saine alimentation, donc sous l'égide des habitudes de vie qui favorisent la santé. Eh bien, lorsque je suis en conférence ou lorsque je préside les tables, évidemment, l'objectif, c'est, encore une fois, de redonner le pouvoir aux gens. Et les aliments, lorsque je parle d'alimentation,
juste de prendre conscience que ce que nous mangeons et buvons a un impact direct avec la qualité du fonctionnement de notre véhicule. Donc, je compare souvent notre corps à une voiture. Et donc, le carburant, c'est un lien direct. Et souvent, on est en déni face à ça. Et on le sait que, bon, c'est pas juste une question qu'on appelle facteur individuel, c'est les environnements qui nous entourent conditionnent nos choix. Donc, si on vit dans un environnement où, par exemple, il y a beaucoup d'inégalités sociales, nous vivons dans un désert alimentaire, il n'y a pas de possibilité de se déplacer parce qu'il n'y a pas de transport actif collectif, eh bien, c'est très difficile de bien se nourrir. Et souvent, les environnements, encore une fois, si je rentre dans un lieu public et que l'environnement alimentaire nous offre de la malbouffe ou des aliments ultra transformés, bien, c'est très difficile de faire des choix conscients avec des aliments nutritifs. Donc, personnellement, je me base sur ce qu'on appelle l'alimentation de type méditerranéenne, qui est probablement très connue en France aussi, où le guide alimentaire canadien est excellent aussi, mais ce n'est pas facile, malgré les connaissances, les compétences, avec le marketing alimentaire et la présence des aliments ultra transformés, même les nutritionnistes, parfois, en perdent leur latin. Avant de venir au Québec, je suis passée par les États-Unis. J'ai eu un petit choc, ça faisait 10 ans que j'y avais pas été. Et les enseignes de malbouffe partout, les gens avec des cups dans les mains à tous les mètres. Mais pas des petites cups, des énormes cups de boissons. Ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup. Ça m'a vraiment touchée. Je pense qu'en France, vous êtes en avance avec les publicités contre la malbouffe. Donc, juste de se conscientiser que chaque aliment, encore une fois, a un impact, encore une fois, sur la qualité du fonctionnement de notre corps. Si on mettait une canne de Coke dans notre voiture ou qu'on essayait d'y faire gober des aliments ultra transformés, bien, à moyen et long terme, notre corps en est affecté. Et un jour, on se retrouve sur la voie de service. Parce que notre corps ne peut plus fonctionner comme ça. Fait on sait, nous sommes dans un environnement où la population est vieillissante. On veut des employés performants. Oui. Mais est-ce qu'on pense à ce que l'on leur offre comme nourriture? Donc, je crois profondément que tout ce que nous mangeons et buvons, souvent on est loin de l'eau, on est beaucoup dans les liquides sucrés. On n'a pas besoin de ça. C'est le marketing. En fait, c'est ça qui est dur à comprendre, je trouve, pour la plupart des gens. C'est que, en fait, nos habitudes de consommation, elles sont quand même très drivées par le marketing. Alors, c'est très difficile. Échelle terrible. C'est très difficile. Puis je crois que en fait, mon travail ici est en influence politique, dans toutes les politiques publiques qui favorisent la santé ou non. Donc, comment s'assurer que la réglementation est là pour nous aider à faire les bons choix? On ne veut pas dire aux gens quoi faire ou quoi manger, mais en même temps, un peu comme la cigarette, on ne serait pas arrivé à diminuer le nombre de fumeurs si on n'avait pas réglementé. Oui. Donc, ça prend de la réglementation, comme on le fait dans plusieurs pays avec la taxation sur les boissons sucrées énergisantes, pour envoyer un message clair que ces aliments-là nuisent à notre santé et c'est coûteux. Les coûts de santé sont énormes. Et justement, c'est quoi les coûts de santé, du coup, d'une mauvaise alimentation sur le moyen-long terme? Mais c'est énorme. Mais au-delà des coûts de santé, ici au Québec, on parle de près de 53-54% de notre budget qui va à la maladie. Mais c'est pas mal comme ça dans tous les pays industrialisés. Et donc, la maladie qui est générée par notre mode de vie, entre autres l'alimentation, c'est énorme. Et au-delà des coûts de santé, les coûts sociaux, de se retrouver à 30 ans, à 35 ans, avec une maladie chronique, comme le diabète, l'hypertension, maladie cardiovasculaire. On est parents à 35-40 ans, absentéisme. Donc, pour moi, les coûts sociaux, c'est énorme comment que ça affecte les gens.
Et encore une fois, ce n'est pas juste de la faute du citoyen. Non, c'est un l'environnement, système. c'est tout un système. Donc, c'est un problème de société et on devra trouver des solutions ensemble. Et souvent, c'est par des politiques publiques. Parce que sans ça, on n'y arrivera jamais. Ouais. Et alors vous, c'est quoi votre rôle justement dans ces réflexions-là? Comment est-ce que vous essayez de réfléchir, vous investir dans ces questions? Bien, grâce à ces 2 tables, nous sommes quand même une quarantaine sur chacune des tables, dont plusieurs ministères. On sait très bien que le ministère de la Santé, des fois je dis ministère de la Maladie parce qu'on est dans le curatif, ce n'est pas nécessairement lui qui va trouver les solutions à ce qui favorise la santé. C'est tous les autres ministères. Et en fait, mon mémoire de maîtrise est là-dessus. Comment briser les silos au niveau ministériel et quel genre de leadership est nécessaire pour faire travailler tous ces gens-là ensemble et qu'on soit tous conscients que la santé est générée dans tous les autres ministères. Le ministère des Transports, par exemple. Toute la mobilité active, le transport actif, le transport collectif, c'est la façon la plus facile d'activer une population sans qu'on s'en rende compte. Mais pour ça, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit facile, moins coûteux, pour que les gens adoptent ce mode de transport-là. Il faut qu'il y ait des trottoirs, des pistes cyclables, il faut que ce soit accessible pour les tout-petits, pour les aînés. Donc, il faut mettre en place, transformer les environnements dans lesquels on vit pour qu'on ne se pose pas de questions. Oui. On se lève, on y va parce que c'est plus facile, moins cher et agréable. Même chose avec l'alimentation. Donc, comment transformer les environnements pour que partout où on va, surtout dans des lieux clos, les hôpitaux, les écoles, les centres de petite enfance, tous ces lieux-là qui sont paragouvernementaux, il devrait y avoir l'exemplarité. Donc, les aliments sains, nutritifs, devraient être mis en place pour que ce soit facile pour nous de faire les choix sains et contrôler un peu plus aussi les aliments ultra transformés avec l'étiquetage, je pense que vous êtes aussi plus avancés que nous en France. En fait, je sais pas parce que c'est pas mon cœur de sujet, mais je discutais hier avec une Québécoise justement de tout ça, comment on fait ses courses ici, comment est-ce qu'on choisit ses aliments, etc. Elle me parlait des labels et elle me disait que ici les labels étaient peut-être moins stricts que chez nous. C'est ça. Mais ça s'en vient. On le souhaite, là. C'est supposé de s'en venir, juste pour nous aider. Ouais. Comment aider les gens à faire des bons choix? Et en entreprise, comment conscientiser nos décideurs que la santé et le mieux-être devraient être au cœur de la base de la vie de travail. Parce qu'un employé qui n'est pas bien physiquement, mentalement, émotivement ou énergétiquement, parce qu'il nourrit mal son véhicule, puis parce qu'il est en mode sédentaire, ça c'est un autre problème. Oui, on va en parler. Nous sommes assis 9 heures par jour. Oui. Qui est à peu près comme fumer un paquet de cigarettes. Oui. C'est énorme. Oui, et donc, les gens sont en position statique. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est premièrement, d'éveiller les décideurs à dire un employé qui est assis 9 heures par jour n'est pas un employé qui est présent. Travail. Il n'est pas là. Ouais. Il n'est plus là. Au bout de 50 minutes, il n'est plus là. Donc, juste de se lever 1, 2, 3 minutes et de s'activer n'importe comment, là. Juste de bouger d'une jambe à l'autre, on diminue de 37 % la mortalité précoce. Je crois qu'on a oublié l'être humain. Et l'être humain a besoin d'être en mouvement tout le temps. Tout le temps. Et à partir du moment qu'on le met dans une position statique, c'est une petite mort. Ouais. Et on s'en rend pas compte. Un peu comme quand on mange des aliments ultra transformés tout le temps, notre corps est tellement résilient, c'est tellement une machine merveilleuse, mais un jour, elle tient plus la route. Ouais. Et de plus en plus jeune. Et donc, après ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a juste pas pris soin de ce qu'on a de plus précieux, notre corps. Et donc, encore une fois, en entreprise, d'éduquer, de sensibiliser les gens qui sont en position décisionnelle. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour amener ces sujets dans l'entreprise? Parce que souvent, justement, les dirigeants... ils vont pas forcément avoir cette notion-là de dire si je prends soin de mes collaborateurs, c'est des gens qui vont être
mieux dans leur peau et donc plus productifs et donc plus utiles, entre guillemets, à l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour justement ramener cette conscience-là dans l'organisation? Bien, je dirais que la grande chance que j'ai, le privilège que j'ai, c'est le fait que je suis connue. Mm-hmm. Donc ça ouvre des portes. Ouais. Et donc, on me demande d'aller rencontrer autant les gestionnaires ou les décideurs que les employés. Ouais. Et donc, quand je parle aux décideurs, évidemment que je parle d'environnement. Et donc, j'axe beaucoup ma présentation sur le leadership aussi, le leadership personnel, pas juste le leadership de position. Donc, le leadership personnel qui est vraiment beaucoup plus centré sur les qualités personnelles de l'individu. Donc, est-ce que les gens ont le goût de vous suivre? Puis, quel genre de message que vous envoyez, pas parce que vous dites, mais par votre comportement. Donc, prenez-vous soin de vous. Est-ce que vous privilégiez l'alimentation, le mouvement, le sommeil, rester loin des dépendances? Donc, c'est les pensées. Hein? Les pensées, on n'en a pas parlé, mais est-ce que nos pensées sont négatives? Est-ce que nos gestes, nos paroles sont négatives? Donc, le fait que j'ai accès à plusieurs entreprises, c'est le message que je livre et plus je vieillis, plus je suis directe. Moins j'ai peur, entre guillemets, d'amener des données probantes. Ouais. Je suis toujours avec des données probantes. Et c'est clair, aujourd'hui, tous les bureaux d'actuariat ont des données extrêmement percutantes sur juste des programmes d'aide aux employés. Ici, on le voit très bien, que l'absentéisme causé par la maladie mentale, le stress, l'anxiété, c'est énorme. Énorme. Chez nous, c'est pareil. Justement, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les organisations, la fatigue, le stress, le mal-être au travail. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans un rythme de travail qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour nous? Notre corps ne nous ment jamais. Sommes-nous à l'écoute de notre corps? Un peu comme une voiture, on a un tableau de bord. Et il y a des lumières qui s'allument. Et lorsque la lumière s'allume sur notre tableau de bord de notre voiture, on prend le temps d'évaluer c'est quoi le problème. Et donc, il y a multiples appels à la réalité, ou wake-up call, qui sont là, des signaux, sont toujours là. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être un sommeil perturbé. C'est normal parfois, à cause de circonstances extérieures ou intérieures, qu'on dort un peu moins bien. Mais quand ça dure dans le temps, on sait très bien que le sommeil favorise ou non la santé. On le sait aujourd'hui, il y a des décennies d'études sur l'importance du sommeil dans notre vie. Ça peut être une digestion difficile. Donc, il y a multiples façons de mal digérer, des maux d'estomac, du reflux gastrique. On n'est juste pas bien, ballonnement. C'est un signal qu'il y a quelque chose à quelque part dans notre vie. Ça peut être ce que l'on mange, en sommes-nous conscients? Ce que l'on mange, ça ne nourrit pas vraiment, ou notre corps n'est pas capable de digérer cet aliment-là. Ça peut être les pensées. Nos pensées négatives récurrentes. Ouais. Comment est-ce qu'on s'en rend compte et comment est-ce qu'on peut enrayer ça, justement, un cercle vicieux d'émotions négatives? D'arriver à être un observateur de soi, observateur de ses pensées. On sait qu'on a 50 000 à 60 000 pensées qui passent tous les jours. Là. C'est énorme. On les arrêtera jamais. C'est l'être humain comme ça. Mais un peu comme un nuage, c'est de la pleine conscience dans le fond. Un peu comme un nuage qui circule au-dessus de soi, on ne l'arrêtera pas. Mais on fait le choix conscient de le nourrir, de l'alimenter ou non. Quand on a de plus en plus conscient, au début, c'est 100 fois par jour. On dit, voyons, pourquoi je retourne là? C'est fou, là. Mais après, éventuellement, on est plus dans le moment présent. Et donc, on voit la pensée ruminante ou d'une conversation qu'on a eue il y a 2 jours, puis on dit, non, j'embarque pas là. Je la laisse tout simplement passer et je fais le choix de nourrir quelque chose de plus positif, de plus constructif, de plus créatif, Mais c'est un défi, c'est pas facile, mais c'est comme entraîner un muscle. Oui. Hein? Au départ, c'est difficile, mais éventuellement, on se voit et on trouve ça fascinant. Personnellement, c'est une fascination maintenant de dire « Ah non, pourquoi je retourne là? Non, je ne veux pas retourner là. » Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi pour l'expérimenter à titre personnel, c'est que tout est très connecté.
Si par exemple, je dors mal et je mange mal pendant une semaine, les pensées... C'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Mais qui peut devenir un beau cercle vertueux. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Mais encore une fois, c'est les mots, hein, conscient et choix. Et c'est quoi notre intention ultime? Là? Pourquoi qu'on fait tout ça? Donc, si on veut favoriser la santé et le mieux-être, bien, soyons cohérents. Donc, ça veut pas dire que c'est une obligation, ça veut pas dire que c'est un dogme, ça veut pas dire... Non, comme je vous dis, mon petit bout de papier sur mon frigo, ça, c'était mon intention. Elle était très claire. Mais il y a personne qui m'obligeait à quoi que ce soit. Et de revenir véritablement à pourquoi je fais ça, c'est quoi mon intention? Je le fais pour moi avant tout. Et c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions extrêmement positives sur soi et sur notre environnement de travail, sur notre environnement personnel. Au départ, ça demande la volonté. Ça demande la volonté parce que ce n'est pas encore un mode de vie. Avant que ça devienne un mode de vie, il faut véritablement y mettre de la discipline. Et ce mot-là fait peur. Hein? Ce mot-là fait peur aux gens, mais à la fois, au départ, c'est des choix personnels. Je dis, OK, je mets en place, je veux manger un peu mieux, il faut que ce soit très précis, très concret. Et ensuite, ça devient un mode de vie dans n'importe quel environnement. Tu viens d'arriver au Québec, tu n'es pas du tout dans ton environnement, mais tu réussis à maintenir exactement la même routine que tu as à la maison. Là, vraiment, tu peux dire, c'est un mode de vie. Parce que ce n'est pas l'environnement qui t'entoure qui va conditionner ta façon de vivre, de penser, d'être, où que tu es, où que tu sois, tu es exactement la même personne avec la même routine. Ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. De la visualisation, il y a 40 ans, c'était ésotérique. Aujourd'hui, on appelle ça de la neuroplasticité. C'est extraordinaire parce qu'il y a 40 ans, on ne l'expliquait pas. Je le sentais profondément dedans de moi qu'il se passait quelque chose. Mais aujourd'hui... C'est expliqué par la science. C'est expliqué par la science. Fait que ça, c'est merveilleux. J'adore ça. Parce que puis quand les gens me disent « Ouais, mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas expliquées », je dis « Ouais, mais si j'avais écouté les scientifiques il y a 40 ans, je n'aurais pas fait ça. Puis je n'aurais pas gagné. » Je le sais que je n'aurais pas gagné parce que j'ai gagné par 3 points. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau, un juge qui me donne un petit peu plus et je suis convaincue que la visualisation a véritablement fait la différence à Los Angeles. Mais alors ça, justement, on parle d'alimentation, on parle des pensées, on parle de sommeil. C'est vrai que la visualisation, on commence à en parler je trouve quand même de manière assez timide, pas pour le sport. Pour le sport, c'est quelque chose qui est pleinement accepté, mais pour des gens qui ont une vie plutôt classique, ça paraît toujours un petit peu ésotérique, justement. Oui. C'est quoi la force de la visualisation dans nos quotidiens? C'est un peu comme la méditation aussi. Hein? C'est étant donné que ça se passe, c'est comme subtil. Hein? Qu'on a de la difficulté à l'expliquer, malgré le fait que la science, maintenant, peut très bien le voir dans notre cerveau, ce qui se passe. Eh bien, la visualisation, on peut l'utiliser de multiples façons. Moi, je dis que c'est un outil qu'on ajoute à une intention bien précise. D'accord. Donc, mon intention était Los Angeles. Aujourd'hui, mon intention peut être d'acquérir une nouvelle langue, peut être d'apprendre un nouveau logiciel. Donc, quel que soit notre objectif, il faut que l'intention soit claire. Donc, le message est clairement envoyé à notre cerveau. Et ensuite, on visualise. Dans mon cas, techniquement, je pouvais visualiser que une fois que j'allais sortir à ma dernière figure, tous les gestes avaient été visualisés des centaines et des milliers de fois. Je savais exactement de quel côté de la piscine j'allais descendre pour aller sur le podium parce que j'étais allée à Los Angeles 1 an avant pour rencontrer les gens du protocole. Je savais où allait être le podium, je savais quelle musique on allait utiliser, je savais quelles fleurs on allait nous remettre. Et donc, j'ai visualisé ça des centaines et des centaines et des centaines de fois, toute seule dans mon petit appartement, assise à terre sur un petit coussin. Et c'était tellement puissant parce que la visualisation, c'est tous ses sens, c'est pas juste une vidéo. C'est véritablement tous nos sens. Je sentais le chlore, j'entendais la foule, je voyais tout. Et ce qui fait que lorsque je visualisais ce moment-là, je pleurais à tout coup, tellement que c'était puissant.
je peux aussi pu visualiser chacune de mes figures. Et donc, je faisais mes figures musculairement, même si j'étais assise, chacune de mes figures, et je pouvais revenir en arrière pour la corriger. Et lorsque je montais sur le tremplin, mon entraîneur, il disait, mais on dirait que tu l'as fait 100 fois. Mais parce que je l'ai fait 100 fois. Je l'ai fait 100 fois. Je l'ai fait 100 fois dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, dans mes sensations, Mais à l'époque... En fait, c'est d'une puissance telle que c'est presque dur à croire, en fait, pour une croyance collective, en fait. Mais si je ne l'avais pas vécu... Si je l'avais pas vécu, et j'en ai pas parlé pendant des dizaines d'années parce que la science l'expliquait pas. Mais j'en ai parlé, par contre, les semaines après Los Angeles, il y a un psychologue sportif, parce que c'était tout nouveau, la psychologie sportive, qui a écrit un texte, il a appelé ça « Sight ». Et donc, on est une vingtaine d'athlètes olympiques de Los Angeles et nous avons tous gagné une médaille et nous faisions tous les visualisations. Mais personne n'en parlait. Mais publiquement, j'en ai parlé juste 10-15 ans plus tard, quand véritablement on a commencé à faire des recherches et on s'est aperçu que, je monte du doigt mon côté gauche, c'est véritablement là qu'on voit dans le cerveau toutes les ramifications et les circuits neuronaux qui se forment lorsqu'on visualise. Donc, c'est un outil qui est puissant, mais c'est pas de la pensée magique, hein? C'est pas parce que je vais commencer à visualiser que j'apprends une nouvelle langue que je vais l'apprendre. Non, il y a de l'effort qui est mis à ça et le travail très concret qui est ajouté à ça. Mais aujourd'hui, j'en parle dans mes conférences parce qu'il y a souvent une personne, même s'il y a juste une personne dans la salle, pour moi, ça fait toute la différence dans la vie de cette personne-là. Donc oui, la visualisation, c'est là pour rester. Il y en a parfois qui appellent ça de la loi de l'attraction. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, mais à la fois... lorsqu'on visualise, quand j'étais sous l'eau, j'avais des frissons partout sur le corps, c'était pas le résultat et la finalité qui étaient si importants. Oui, mon objectif était clair. Oui, je faisais tout ce que je pouvais faire tous les jours pour me rendre jusque-là. Mais c'est pas ça qui m'a rendue heureuse sous l'eau. C'est le chemin. Tout ce que j'ai fait tous les jours... Si j'étais arrivée 5e, je serais la même personne. Je ne serais probablement pas assise devant toi aujourd'hui, mais je serais la même personne avec les mêmes expériences, avec le même vécu. Et pour moi, ce qui est important, c'est que chacun trouve sa voie et sa façon qui est complètement différente de mes voisins. Et le jour que véritablement on trouve, en fonction de nos qualités, de notre essence, notre couleur, ben il n'y en a pas de limite. Il n'y a plus de limite dans la vie. Aucune limite. C'est juste, c'est toi avec toi. Et pour moi, ça, c'est fascinant. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, parfois, on a l'impression justement que ça va être une pensée magique de « ça y est, je suis à la bonne place et voilà, je ne change plus rien ». Mais en fait, ce moment n'arrive jamais. C'est une construction sur le long terme. On évolue tous les jours. Puis chaque expérience, aujourd'hui, ma croyance, c'est que chaque expérience qui se présente est là pour me faire avancer, qu'elle soit agréable ou non. J'observe, puis je dis, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça? Et c'est pour ça que je dis que malgré les défis, les peines, pas toujours évident, comme tout le monde, mais je sais que j'ai appris de chacune de ces expériences-là. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je continue à avoir cette approche-là puisqu'elle m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Et si vous voulez aussi, on peut revenir sur les fameux signaux. Oui. Il y en a un autre qu'on peut appeler les plaisirs éphémères. Donc, on a besoin, par exemple, de cigarettes, on a besoin d'alcool, de sucre. C'est ça, beaucoup d'aliments. Il y a le vapotage, il y a les sports extrêmes. Et donc, tout ce qui est plaisir, puis j'ai rien contre ça, c'est correct dans notre vie, mais à partir du moment qu'on est conscient que, OK, si j'avais pas ça, comment je me sentirais? Est-ce que ça comble un vide en dedans de moi? Est-ce que je suis à la recherche d'une satisfaction
que je ne retire pas dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Et ça, pour moi, c'est un signal qui est important, qui est très important, que j'ai vécu à un moment donné dans ma vie, que j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné ou que puis j'ai de la misère à mettre le doigt dessus ou je ne veux pas le voir. Hein, parce que souvent, on n'est juste pas prêt. Puis c'est correct aussi. Hein? Oui. Soyons bienveillants vers soi. Avant d'avoir de la compassion pour l'autre, ayons-en pour nous. Mais à la fois, c'est de trouver un bel équilibre entre la bienveillance et de dire, OK, est-ce qu'il est temps de passer à l'action? Ouais. Est-ce qu'il est temps de faire un changement? Et ça, dans ma vie, j'en ai fait à un moment donné, de dire, je suis pas bien, je le sens, les signaux sont là, je bouge pas, mais je vais rester mal. Le mal-être est aussi un signal important, autant que le bien-être. Quand on se sent bien, je dis, OK, comme tu disais tout à l'heure, là, comme la pensée magique, je suis à ma place. Mais ça, c'est extraordinaire, mais ça devient notre guide, notre référence, puis d'être capable de revenir là le plus souvent possible. Donc, souvent, ces plaisirs-là qui sont éphémères, ce sont des signaux. Puis un jour, ça devient que c'est comme si quand notre vie n'a plus de sens, quand notre vie n'a plus de sens, quand la vie n'a plus de sens, ben on dit, OK, peut-être que je travaille pour travailler, c'est correct aussi. On est souvent là. On a besoin de notre pain et notre beurre. Mais à la fois, est-ce que je ne peux pas trouver une façon à côté, un hobby ou qui me permet de créer, qui me permet d'être véritablement dans qui je suis pour... Un équilibre. Un équilibre. Parce que trouver un équilibre, peut-être qu'à ce moment-ci dans notre vie, c'est pas par mon travail, mais je réussis à trouver quelque chose qui me donne cette satisfaction-là, qui n'est pas à moyen long terme mauvaise pour mon corps. Parce que les satisfactions, parfois, ou les dépendances, si elles sont mauvaises à moyen long terme, ben un jour, notre voiture... Elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, ce que je retiens de notre discussion, c'est l'intention, savoir où l'on va et ce qui nous porte, finalement. Et puis derrière, un plan d'action qui allie alimentation, sommeil, mouvement. Il y a un autre sujet dont je voulais parler avec vous, un sujet que j'adore, j'en parle tout le temps, les auditeurs du Tilt ne doivent plus en pouvoir. Mais c'est très important, c'est celui de la pause et du repos. Dans nos sociétés occidentales hyper productives, on parle d'accomplissement, d'ambition, de réalisation, de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses. Et ça peut amener à de la culpabilité, à se reposer. Vous, en tant que sportive, qu'est-ce que vous en pensez des temps de récupération? Mais extrêmement important. Et on ne devrait pas attendre le samedi matin pour récupérer. Pour moi, le ressourcement, c'est au même niveau que la création. Donc, on se ressource, on crée, on se ressource, on crée. Et je dirais que ça, c'est un bel héritage du sport. Parce que si mon véhicule, qui est mon outil de travail, n'est pas à son meilleur, ben ça donne rien de pousser la machine. Et elle me le dit rapidement. Et donc, de réussir à trouver l'équilibre, et le titre de ma conférence, c'est « Être et agir, un tremplin vers le mieux-être ». Donc, le mot « être », c'est le ressourcement, c'est ce que j'appelle l'inspiration, parce que dans une respiration, on inspire et on expire. Les deux sont aussi importants. Donc, l'inspiration, c'est le ressourcement, et c'est tout ce que l'on fait avec l'être. Et le agir, c'est notre créativité, c'est comment on se déploie dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et un tremplin, c'est un propulseur extraordinaire. Mais à la fois, on peut manquer notre tremplin aussi si on n'est pas en équilibre puis on n'arrive pas au bon moment pour qu'il nous propulse. Donc, le tremplin, il nous propulse et c'est euphorique quand on est dans les airs en trouvant l'équilibre entre l'être et l'agir. Fait que votre question, elle est essentielle, de trouver l'équilibre entre les deux. Et il ne faut surtout pas attendre au week-end pour dire « je me ressource ». Puis qu'on arrive le lundi matin puis qu'on n'est pas ressourcé du tout. Donc, de réussir à trouver tout le temps, de prendre un 2-3 minutes de méditation ou de prendre un 2-3 minutes de
respiration. C'est pas long. De respirer consciemment par le ventre ou d'être conscient de ses pensées, ça se fait, c'est gratuit, on fait ça n'importe où, n'importe quand. Je suis assise dans le métro pour venir ici, ben je suis assise sur mon banc, puis je respire et je suis dans le moment présent. Donc, c'est extrêmement important de ne pas attendre d'être dans la voie de service pour dire « OK, j'ai besoin de ressourcement ». Génial. Ce sera notre conclusion de cet échange. J'ai une dernière question pour vous, Sylvie. C'est ma question signature. On en parlait tout à l'heure. C'est si vous pouviez constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour vous conseiller tout au long de votre carrière, qui est-ce que vous mettriez dedans? Oh mon Dieu, c'est tellement une grosse question parce que pour moi, un guide, un mentor, je peux le croiser au coin de la rue ici. Et ce sera cette personne-là à ce moment-là. Donc, j'en croise plein tout le temps. Des gens qui sont autant des guides pour mon émotif, le mental, mon corps. Même si j'ai grandi dans ce monde-là, j'aime avoir des mentors alentour de moi, des guides. La curiosité, de sortir de sa zone aussi, d'aller voir ailleurs. Et surtout de ne pas laisser nos peurs nous guider. Donc, d'oser. Oser aller voir. Fait que j'ai pas de nom. Ouais, plutôt des verbes, finalement. Oser, avoir l'humilité. Avoir l'humilité de dire que je vais apprendre pour le restant de mes jours. Et de vivre comme si j'allais partir demain. Génial. Merci Sylvie pour cet échange vraiment très riche. Merci Léa. Et où est-ce qu'on peut vous suivre? Bien, sur ma page web, sylviebernier.com, et c'est dans mes souhaits que j'ai envoyé dans l'univers d'aller faire des conférences en France. Eh bien, écoutez. Moi, je suis prête, que ça se fasse par le virtuel ou en présence. Super. J'ai peut-être quelques noms à vous donner alors. Oui, je suis rendue là dans ma vie, donc ça me ferait plaisir parce que je pense que le partage est universel. Les messages, encore une fois, si je peux sensibiliser une personne par jour, pour moi, vieillir, c'est extraordinaire. Et donc, ça va me faire vraiment plaisir d'aller vous voir. Génial. Ben, à bientôt en France, alors. Oui, merci. Merci, Léa. Sylvie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Sylvie Bernier. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. C'était un honneur et un bonheur pour moi d'avoir l'occasion de la rencontrer et de pouvoir lui poser toutes mes questions. Ces mots ont particulièrement résonné en moi et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.